Le fracas des détonations rompt le silence des champs. Il ne s'agit nullement d'un exercice, encore moins d'une simulation. Ce sont des munitions réelles qui sont tirées sur ce troupeau de bœufs. Nous sommes en plein cœur de la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces agents de l'OIPR, Office ivoirien des parquets réserves, mènent une opération de refoulement du bétail. Là, on a fait les refoulés. Et là, sûrement, le propriétaire, quand il va voir la disposition de ces bœufs, il va savoir que nous sommes passés par là. Et il pense bien que jusqu'au soir, il va venir prendre ses bœufs pour quitter la réserve. C'est pour l'intimider. Et là, même si le propriétaire du bœuf est dans les parages, il saura que nous sommes passés par là et nous sommes en train de quêter ces bêtes. Voilà. Pour lui, il va se dire que sûrement on a abattu ses bœufs et qu'il viendra, il prendra ses bœufs et il partira et puis quittera vraiment la réserve pour nous montrer pour tout. Mobilisés avec rigueur et détermination, ils veillent à préserver l'intégrité de cet espace protégé, confronté à la présence irrégulière de troupeaux. Pour les éleveurs, c'est l'endroit privilégié puisqu'il n'y a plus de culture. Alors, nous aussi, on est passé avec les autorités préfectorales leur dire que ce n'est pas un endroit où ils doivent rester. Donc, on a eu plusieurs séances de sensibilisation où eux-mêmes, ils ont demandé qu'on leur accorde un temps pour partir. Et après ce temps-là, on a fait des missions avec les militaires. Et il faut dire qu'à cette période-là, ils ont vraiment retiré tous les bœufs. Lors de la mission d'envergure, la mission qu'on a fait avec les militaires même, on a vu que la réserve était vidée de tout pâturage. Malheureusement, je suis tellement déçu de voir que ils sont encore cachés dans les amours encore, à ce moment-là, en ce temps-ci. Ces amas d'excréments bovins, disséminés çà et là, ne sont pas de simples traces. Ils sont les stigmates visibles d'une réserve régulièrement mise à l'épreuve. Et si ces bêtes franchissent les limites, ce n'est pas sans raison. C'est l'appel du fleuve Bandama qui les attire, ce ruban d'eau vive, devenu source de convoitise. Pour que le troupeau de bœufs soit à l'aise, c'est d'avoir de l'eau et puis à manger. C'est juste que les troupeaux sont installés loin d'ici. Est-ce que vous avez les moyens, que ce soit moyens financiers, moyens techniques pour lutter contre ça? Parce que ici ou non, on voit que l'activité principale aussi, c'est aussi l'élevage. On a un financement. Le projet, il est nouveau. Hein. Il est nouveau, c'est cette année, depuis 2024, que nous avons ça. Donc le système de décaissement est difficile, on ne maîtrise pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir décaisser. Parce que sinon, si tout est là, et qu'on peut prendre en compte les différentes missions que les gens font, moi je pense que la présence quotidienne, là, une présence sans relâche, va permettre à ceux-là de quitter. La voie d'accès à la réserve s'apparente à un véritable parcours d'obstacles, mettant à rude épreuve la détermination et la réactivité des agents. Vous voyez, on a parcouru sur combien de temps nous avons parcouru le chemin pour arriver ici? Voilà. Et ça, ce n'est pas une voie même qui a été aménagée. Donc on va dire qu'on se débrouille pour avancer. Et donc, les patrouilles même sont difficiles. C'est-à-dire que quand on quitte notre base pour dire qu'on vient à une patrouille, le temps de venir là, toutes ces difficultés qu'il faut employer pour arriver là, permet aux mises en cause même de trouver une solution, de s'échapper, ou bien, sauf s'ils ne sont pas vigilants. C'est ce qui fait que les équipes sont obligées de venir se coucher, dormir deux fois, faire des patrouilles, notamment des patrouilles. Malgré son potentiel écologique et patrimonial indéniable, elle demeure fermée au tourisme, faute d'aménagements adéquats et d'infrastructures conformes aux exigences d'accueil. Ils vont venir, ils vont voir quoi. Ils vont venir, qu'est-ce qu'on leur propose? C'est pour ça que je dis, nous sommes en train de faire le repérage par rapport d'abord aussi à des circuits touristiques à proposer. Mais c'est tout ce qui passe forcément par les moyens financiers d'ailleurs. Parce que l'aménagement, cette voie-là, par exemple, pour travailler cette voie-là, c'est de l'argent. Il faut créer aussi des cadres, des stations et tout le long. Longtemps agressés,
ces terres protégées renaient de ses cendres. Tout se passe bien ici. Très bien. Je suppose que c'est pour ça que vous attendez que vous êtes encore là. Ce matin, le commandant Ondrin nous guide vers un ancien site d'orpaillage clandestin, vestige éloquent d'une exploitation illégale qui a profondément marqué les lieux. Nous sommes sur le site d'un ancien campement appelé Mogopré. En réalité, ce campement-là était en 2014 quand nous avons fait la prise en main de la réserve. Et quand on leur a dit qu'ils sont dans la réserve, ils se sont déplacés, venus s'installer à l'orée de la réserve. C'est une bord pas trop loin de la réserve. Mais pourquoi est-ce qu'on a déguerpi ce village? C'est que les activités de ce village-là influençaient négativement la réserve. C'était à donner à la pratique de l'orpaillage clandestin. Et c'est dans la réserve. Donc, ils sont juste à côté ici. Ils vont courir aller creuser la terre, venir travailler. Et plusieurs fois, on leur a dit d'arrêter ce comportement-là. Alors, comme on a vu que le comportement, ils persistaient dans cette attitude-là. Donc, l'UP a pris sa décision de détruire ce comportement. Ici, des chercheurs d'or avaient élu domicile, érigeant des installations précaires et transformant, au mépris de toute réglementation, cette réserve naturelle en un espace d'habitation de fortune. Donc, il y avait un centre de santé de fortune. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a créé ce centre de santé. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être s'est fait une injection quelque part, qui a ses médicaments là où il peut s'approvisionner et qui, selon lui, soulageait la population. Donc, il était le docteur de la zone. Alors, juste après le bas-fond, c'est là-bas que je trouve la réserve. Et donc ici, ce n'était pas dans la réserve, mais on a été obligé de détruire parce que leur activité tout était orienté sur la réserve et de façon négative. Est-ce que ça a été facile pour la dégager ici? Alors c'était facile parce qu'on a échangé avec eux plusieurs fois. Ils sont venus plusieurs fois en sensibilisation. Les différents patrons sont venus même leur parler. On leur dit que l'activité n'est pas compatible avec l'idée de conservation. Ce lieu, qui se présentait comme un véritable centre d'affaires, dissimulait également des pratiques obscènes, ternissant la légitimité de ses activités. L'orpaillage clandestin évolue avec tout le l'air de vice. Les filles de joie, la drogue, tout était permis ici. C'était un centre d'affaires, tout était permis. Alors dans ce petit coin-là, en tout cas, c'était vraiment chargé de. À quelques 500 mètres de là, un autre campement, installé illicitement au cœur de la réserve, a été démantelé. Et ici, c'est la première chose que ce site se trouve à l'intérieur de la réserve. Alors donc, après la prise en main, quand on leur a dit qu'ils étaient dans la réserve, ils ont dû se déplacer pour se mettre dans un site hors de la réserve, d'où nous venons. Donc, c'est après ici qu'ils sont partis là-bas, autour de 2017. Mais c'est l'activité qui n'a pas changé. La même implication, il faut retourner continuer. Cette opération illustre les efforts continus déployés pour restaurer l'intégrité du site. L'empreinte des orpaillages clandestins se révèle avec une clarté saisissante. D'imposants trous, vestiges d'une exploitation intensive, marquent encore le paysage. C'est les trous des clandestins qui viennent toujours pour creuser. Ne vous approchez pas trop. En ce moment, il pleut, donc les éboulements peuvent commencer à tout moment. Donc il est mieux de se mettre un peu à l'écart pour éviter les accidents. Donc ça, c'est les différents trous de ceux qui viennent maintenant profiter déjà du trou qui est là pour pouvoir atteindre peut-être, ou bien pour avoir l'or recherché.
Donc tout ce volume-là, ça l'aide des proclins, des bennes que les Chinois avaient creusées. La nature, malgré sa résilience, peine à refermer ses cicatrices béantes, rappel poignant de l'impact durable de l'activité humaine sur cet écosystème fragile. Pour assurer la préservation de ces terres protégées, l'OIPR engage un dialogue attentif avec les communautés villageoises vivant à la périphérie de la réserve. Ces Dozo, des chasseurs traditionnels dont l'expertise ancestrale a été réorientée au service de la protection de la réserve. Autrefois pourvoyeurs de gibier, ils sont aujourd'hui les gardiens de ce patrimoine naturel. Chers parents de la tribu Koro, qui avait en charge donc la gestion de notre site, on vous salue. Par ma voix, le colonel Kouadio Rémi, le directeur de zone de OIPR de Yamsoukro vous salue. Le commandant Andrin, chef secteur du Haut-Bandama vous salue. Et toute la délégation vous salue. Ici c'est notre forêt, mais où on est là, c'est vous qui êtes le propriétaire. Donc on vous suit comment ça va se passer. Voilà. Quelqu'un va nous expliquer et puis on va voir ensemble. Ce site leur a été concédé à des fins cultuelles en reconnaissance de leurs pratiques ancestrales. Pourquoi va commencer au forêt à Wati au thé? On a dit à Korlum. Sando, ton bac à Foyana. Kodo Kana poisson qui est d'Arlaya. Mais il y a mis Kafra. Mi Kana à poisson qui est à Kafra. Le grand frère est en train de dire la forêt, c'est depuis autant de temps. Les vieux, les parents ont l'habitude de venir faire les sacrifices. Jusqu'à ce que l'histoire de OIPR, les autres forêts sont arrivées. Et quand ils sont arrivés aussi, on n'a pas arrêté de faire nos sacrifices. Ils ont fait une collaboration avec les parents. Et avant, les vieux nous ont dit, il y a un groupe qui a passé un moment, qui sont venus empoisonner l'eau. Or, c'est la rive où on ne fait rien dedans de grave. Ils sont venus empoisonner l'eau et tous les poissons sont morts. Et les vieux sont venus, ils ont fait les sacrifices. Et tous ceux qui ont ce jour ont eu à empoisonner l'eau sont tous partis. Ils sont partis comment? Ces personnes qui sont venues en passé autant qui ont empoisonné l'eau, quand les vieux ont fini les sacrifices, toutes ces personnes-là sont mortes. Mais pourquoi ils ont empoisonné l'eau? Bon, nous on ne sait pas, on ne savait pas. C'était pour chercher des poissons. Cette eau, investie d'une portée symbolique et protectrice, est perçue comme le rempart invisible du village. Nul ne saurait pêcher, sous aucun prétexte, sans enfreindre un principe sacré, profondément ancré dans les traditions locales. Même c'est vrai, on vient devant la rivière, mais c'est le nom de Allah on implore. Voilà. Même ici, quel que soit le problème d'eau, tu vas arriver ici, à n'importe quel moment, tu vas trouver de l'eau. Il y a des crocodiles dedans. Et ces crocodiles, on ne les tue pas. Si tu as tenté de tuer des crocodiles, tu vas avoir des soucis. Donc, pendant toute l'année, en saison sèche comme en saison pluvieuse, là, ça ne va jamais t'arriver. L'eau est toujours là. Et les crocodiles sont toujours dedans. Et on ne les tue pas. À chaque fin d'année, ces chasseurs traditionnels s'y rassemblent avec ferveur pour implorer la bénédiction divine, confiant à leur foi l'espoir de récoltes abondantes et prospères. Vraiment, le sacrifice qu'on est venu faire, en même temps, il y a eu la pluie. On sait que cette année, la saison serait bonne. C'est pourquoi vous faites ça? C'est la raison pour laquelle nous aussi, après nos parents, nous aussi, la jeunesse, la population aujourd'hui qui est actuellement ici, n'a pas arrêté. On continue toujours de faire les mêmes sacrifices.
Ce que vous faites là, c'est la même chose, la pluie vient. C'est la même chose. Que ce soit le jour, ou soit le lendemain, ou soit une semaine après, la pluie commence à venir. Dans cette marmite repose le reste de la viande sacrifiée. En l'absence des agents de l'OIPR, les villageois ont déjà procédé au rite sacrificiel et consommé la part qui leur revenait. Forcément, nous, on était faim. Nous, on a mangé pour nous. Voilà pour vous qui est là. Okay. Sur le cos qu'ils ont fait au génie protecteur, préparé. Voilà notre part, la part de l'OIPR. Okay. Donc je reçois ça avec beaucoup de joie et nous allons la partager ensemble. Ok. On accepte avec bon cœur. Ok. Monsieur Kamarati, c'est reçu. C'est accepté. Vraiment que Dieu nous donne la force. Et puis l'année prochaine, on va se retrouver ici encore. Et que Dieu nous aide à garder cette forêt. Je vous remercie. Cet acte est loin d'être anodin. Il est l'aboutissement d'une collaboration étroite entre l'OIPR et les communautés villageoises concernées. La conservation des aires protégées allie la culture et aussi toutes les valeurs qui sont autour. Ici, nous avons des gens qui viennent adorer un site dans l'aire protégée. Le simple fait de les autoriser à venir, c'est déjà un pas dans la protection. Et aussi, lorsqu'ils viennent, ils contribuent à protéger la zone qu'ils viennent adorer. Donc, le fait même de dire à leurs parents que ici, là, nous on adore, voici ce qu'on ne doit pas faire, voici ce qu'on ne doit pas faire, contribue à protéger le site. Donc, leur apport, c'est le culturel qui permet de conserver les protégés. Depuis de nombreuses années, l'OIPR travaille en étroite synergie avec les communautés villageoises à la préservation des parquets réserves. Une coopération exemplaire qui produit aujourd'hui des résultats probants. C'est un genre de partenariat que nous recherchons. De l'autre côté, dans la zone de Frona, il y a aussi une communauté qui adore un site là-bas. Et nous encourageons cela parce que partout où il y a de l'adoration, il y a aussi la conservation qui est autour. Donc nous encourageons ce type de partenariat parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant pour nous tous. Merci beaucoup. Si la coopération demeure franche et constructive, l'OIPR intensifie néanmoins ses campagnes de sensibilisation en direction des populations rurales. À Dolurukaa, dans la sous-préfecture de Bouandougou, le colonel Denis et son équipe sont reçus aux côtés du sous-préfet dans le cadre de cette dynamique de proximité. À cette occasion, le directeur de zone centre de l'OIPR réaffirme devant les communautés locales la nécessité de préserver la réserve. Ce matin, je suis venu faire un rappel. Je sais que vous avez déjà entendu. Le rappel, c'est de vous dire qu'il y a un bien à côté de vous. Je viens vous dire que l'État a un bien à côté de vous. Il y a un bien qui appartient à l'État et à la communauté internationale qui est à côté de vous ici. Et ce bien-là, c'est la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. On a mis ça de côté pour que les animaux puissent se développer là-bas tranquillement, pour que les arbres aussi puissent pousser tranquillement. Parce que quand les animaux et les arbres sont en paix, nous aussi nous sommes en paix. On ne va pas couper bois, on ne va pas tuer les animaux, on ne va pas chercher de l'or.
On ne rentre pas là-bas. Un message relayé avec fermeté par le sous-préfet de Bouandougou. Le commandant, pour sa part, met en garde contre les conséquences néfastes liées à la destruction de la réserve. Nous avions plus de 16 millions d'hectares de forêt en 1960, quand on a accédé à l'indépendance. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons moins de 2 millions d'hectares de forêt. C'est pas normal du tout. Et si nous continuons comme ça, le désert nous rattrapera. Vous comprenez? Nous avons des pays voisins comme le Mali et le Burkina qui ont des problèmes d'environnement. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir la forêt. Chez nous ici, dans notre région, tout pousse. Nous sommes à la lisière de la forêt et de la savane. Donc tout pousse chez nous ici. Mais si nous ne préservons pas le peu que nous avons comme forêt, à un moment donné, on ne pourra pas manger. Le message semble avoir été entendu. Depuis les campagnes de sensibilisation, les villageois se sont abstenus de toute activité illicite dans la réserve. Et d'abord, ils avaient des plantations là-bas, bien avant que la forêt classée n'arrive. Quand on leur a dit que c'était une forêt classée, on a revenu sur la population, on leur a dit que c'est un projet de l'État. Pour éviter qu'il y ait des problèmes dedans, il faut laisser cette parcelle. Entre fermeté sur le terrain et dialogue avec les communautés, la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama amorce un nouveau chapitre de son histoire. Celui d'une vigilance constante, mais aussi d'une responsabilité partagée. Ici, chaque geste compte, chaque engagement pèse dans la balance de l'avenir. Car préserver cet espace, c'est défendre un patrimoine commun, fragile et irremplaçable.